T'en as pour un quart d'heure. On va essayer. On me pose la question, faut-il légiférer à nouveau au propos de la laïcité? Alors, je vais essayer d'y répondre. D'abord, vous me demandez pourquoi cette question se pose. Première chose à affirmer, on ne peut pas invoquer la laïcité à tout bout de champ. Le principe de laïcité constitutionnelle est strictement limité aux collectivités publiques et aux services publics. La sphère publique, ce qu'on appelle la sphère publique. Il entraîne une obligation de neutralité religieuse absolue pour les pouvoirs publics, leurs représentants, les agents, qu'ils soient ou non d'ailleurs en contact avec le public. Mais les usagers du service public n'y sont pas astreints. Donc, c'est une entreprise dont je salue le courage, que je soutiens par ailleurs en tant que citoyen, mais quand l'entreprise PAPREC, entreprise privée, fait une charte de la laïcité, elle est à côté des clous. Elle pourrait faire une charte de la neutralité, si l'on voulait. Mais la laïcité s'applique à la République. Alors, par contre, en dehors de la sphère publique, eh bien, nous sommes dans l'espace de la société civile, ou espace civil tout simplement. Dans cet espace, les libertés sont la règle, l'obligation, l'exception. Parmi celles-ci, bien sûr, la liberté de religion, qui est garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, je ne vais pas vous le lire, on y reviendra peut-être. Il n'est pas question d'invoquer le principe juridique de laïcité dans l'espace civil, notamment dans les rapports privés entre employeurs et salariés, qui relèvent du Code du travail. C'est le fond de la première affaire Babylone, parce que maintenant il y a une seconde affaire, dont je reparlerai. Dans l'espace civil, on peut se voiler, il faut le dire une fois pour toutes. Le port du voile n'est pas interdit en France. Voilà. En revanche, dans la sphère publique, c'est pas permis, sauf aux usagers. Le problème, c'est que l'on rencontre souvent un double sens. Il y a un double sens au terme public. Sphère publique, c'est-à-dire pouvoir et service public, ressortissant du droit public. Mais l'espace public fait partie justement de l'espace civil. Ce sont les règles du droit privé qui s'y appliquent et, bien sûr, les règles d'ordre public. La rue, les magasins ne sont pas astreints au principe de laïcité. Ça fait partie de l'espace public. Alors attention à ne pas nous laisser piéger. Je dis ça aussi bien pour les fonctionnaires que pour les élus, par ce double sens du terme public. La problématique, c'est bien de passer, pour moi, la laïcité, c'est pas l'espace privé ou la sphère publique. La laïcité, c'est l'exercice qui consiste à passer d'une sphère à un espace, et vice-versa. J'y reviendrai. La problématique, c'est de savoir comment on va définir cette sphère publique. Je dis sphère publique et pas sphère privée. 4 tiers de Pierre 3, c'est la formule qui nous donne le volume d'une sphère. Il est circonscrit, il est limité. L'espace civil est illimité. Regardez, avec les réseaux sociaux, avec Internet, et vous connaîtrez encore bien des développements de ce qu'on appelle l'espace civil. Quelle est la définition? Quelle est la limite? Cette définition est difficile aujourd'hui pour 2 raisons qu'on a évoquées ici. Se manifeste dans l'espace civil depuis une trentaine d'années, je suis d'accord avec Madame Chaya Pesky-Safik. C'est depuis 1989 que ça a éclaté, c'est pas depuis le 11 septembre. Un certain nombre de comportements, d'attitudes, de revendications à caractère religieux invoqués qui cherchent à pénétrer la sphère publique. Le problème, c'est pas le port du foulard, le problème, c'est le port du foulard à l'école. C'est comme ça que c'est dit. Il ne s'agit pas que de cela, il s'agit aussi, je vous le rappelle, parce que la stigmatisation, c'est un mot qui me hérisse. Alors, je vais stigmatiser les catholiques, mais enfin, quand même, quand vous avez des manifestations contre une loi de la République ouvrant le mariage aux personnes du même sexe, au nom d'une conception purement dogmatique et religieuse du mariage, ben c'est exactement le même problème. Deuxième problème, deuxième difficulté, c'est que sous la pression du droit anglo-saxon, on a la tendance à
faire de la liberté religieuse une liberté qui surplomberait toutes les autres. Or, le droit français ne reconnaît pas la liberté religieuse. Il connaît la liberté de culte, ce qui n'est pas la même chose, ça n'est qu'un des aspects de la liberté religieuse, et par ailleurs, il est dit, à mon avis un peu bêtement, dans la Constitution, que la République respecte toutes les croyances. Je suppose qu'elle ne respecte pas celle du temple solaire, qui pratiquait le suicide collectif. Bon. Simplement, c'est par convention, c'est du droit conventionnel qui fait que la France, signataire depuis 1974 seulement de la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaît ce qu'on appelle la liberté de religion, qui a effectivement des conséquences qui sont difficiles à tricoter avec le cadre juridique de la laïcité que nous avons hérité. Il ne faut pas pour autant que nous tombions dans le même travers et que nous fétichisions la religion. On ne peut pas aborder correctement la question de la laïcité en l'abordant par la liberté de religion. Non. J'entends qu'il n'y a pas encore totalement de synagogues et de mosquées décentes à Bagneux. La question s'est-elle posée de savoir s'il y avait un temple maçonnique décent à Bagneux? Personne ne vous l'a posé. Ben, moi, je vous la pose. Et je peux vous dire qu'il n'en existe pas. Alors, ben oui, mais le simple fait que cette question vous laisse un peu interloqué montre bien qu'on ne pratique pas réellement la liberté de conscience quand on aborde exclusivement sous l'angle des libertés religieuses les questions que nous essayons de traiter ici. Alors, je vais très rapidement survoler dans un premier temps les questions qui se posent, puisqu'on m'avait demandé de partir de la loi du 15 mars 2004, un petit bilan. Je vais partir de là et parler de l'application du principe de laïcité dans la sphère publique scolaire, de la maternelle à l'université. Alors d'abord, la loi du 15 mars 2004, ce n'est pas une loi d'interdiction du voile. C'est une loi encadrant, en application du principe de laïcité, encadrant le port des signes ou des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Bon. En France, les signes religieux sont autorisés partout ailleurs que chez les agents des services publics. Donc, ils sont interdits aux professeurs, aux agents de service, qu'ils soient en contact ou non avec les élèves. Les élèves, ça pose un problème parce qu'ils appartiennent, eux, à la société civile. Et ils jouissent, article 10 de la loi du 10 juillet 89, dit loi Jospin, de la liberté d'expression. Cependant, on a estimé qu'ils étaient des citoyens en formation, dans le cadre du service public laïque. Et ça, c'est un principe constitutionnel. Préambule de la Constitution de 1946, intégré dans le bloc de Constitution. Par conséquent, ils sont soumis à l'ordre public scolaire. Donc, la loi du 15 mars ne leur a pas interdit le port de tout signe religieux, contrairement aux enseignants, par exemple. Elle a réglementé ce port. Sont autorisés, par conséquent, tous les signes qui ne manifestent pas ostensiblement une appartenance religieuse. Des signes discrets. Bon, vous pouvez porter une petite croix, etc. On ne vous contraindra pas à la mettre dans le tablier comme on faisait de mon temps. Bon. Il ne s'agit pas seulement du voile islamique, il s'agit aussi du turban sikh et de cette charmante pratique qui consiste à avoir un poignard rituel. Il s'agit aussi aujourd'hui des abayas, les longues robes noires que les lycéennes utilisent pour narguer l'administration, sans porter le voile bien sûr. Mais c'est un signe religieux et au demeurant, si vous en doutiez, à chercher, taper abaya, vous verrez, ça vous renverra à des sites religieux. Alors, simplement, pourquoi fallait-il une loi? Et ça, c'est important de le comprendre. Premièrement, c'est ce qu'a répondu le juriste Louis Favoreux. Parce que la Constitution l'exige. Article 34, c'est une matière de liberté publique. Je limite la liberté des élèves, donc pour ça, il faut une loi. La circulaire Jean Zay de 1937 ne suffisait pas, ce n'était qu'une circulaire. Auparavant, on avait des règlements intérieurs souvent mal rédigés qui se faisaient annuler à tous les coups au contentieux administratif. Mais derrière les élèves voilés, comme l'a relevé la commission Stasi dans son rapport de 2003, il y avait bien une offensive organisée pour tester la résistance de la République. Deuxième raison pour laquelle il fallait une loi,
Parce qu'en l'absence de loi, les réponses étaient laissées à l'entière responsabilité des chefs d'établissement, tout seuls, face à des pressions parfois extrêmement fortes, selon les quartiers. Donc le principe d'égalité de traitement était mis à mal. Je termine ce point en rappelant simplement que la Cour européenne des droits de l'homme, à plusieurs reprises, avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004, a estimé que l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l'ensemble des classes en établissements scolaires publics est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour. Donc, ceux qui prétendent que c'est une loi liberticide, il y en a encore qui le disent, mais ça prouve qu'ils ne connaissent pas la jurisprudence du juge international qu'est la CEDH. Et je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs avec ces arrêts. Mais enfin, je crois que de ce point de vue-là, on est dans le cadre prévu par des limitations, non pas à la liberté religieuse, mais à la liberté de manifestation religieuse, ce qui n'est pas du tout la même chose, prévue par l'article 9, paragraphe 2 de la Convention. Alors, quel bilan? Pour moi, le bilan est positif. Pour les chefs d'établissement, il est positif aussi. Peu de cas litigieux au total ont été relevés. Les jeunes gens réfractaires ne sont pas exclus. Ils sont automatiquement inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Quelqu'un m'a dit « Oh, mais c'est une exclusion ». Excusez-moi. Les enfants des gens du voyage sont aussi très souvent, je sais que malheureusement, on ne le voit pas, à partir de 14-16 ans, ils sont très souvent inscrits avec autorisation de l'inspecteur d'académie au Centre national d'enseignement à distance. Personne ne sait, à ma connaissance, plaint que les gens du voyage étaient stigmatisés par cette pratique excluante. Non, parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on essaie de les rapprocher, de les éloigner le moins possible de l'école. Les chefs d'établissement, en tout cas, considèrent que l'affaire a été réglée. Encore faudrait-il que tous les responsables du service public aient le courage de l'appliquer. J'ai vent que dans certaines banlieues, il y a des pratiques qui s'en éloignent. Alors, deuxième point important, qu'en est-il des familles? En principe, elles ne sont pas concernées par la loi du 15 mars 2004. Ce sont des usagers qui appartiennent à l'espace civil. Le principe de laïcité leur est pas applicable, y compris lorsque ce sont des élus au conseil d'école. Les élus au conseil d'école, c'est des instances consultatives, ce ne sont pas des exécutants du service public. Ce sont des usagers. Alors, les fameuses mamans voilées dont on nous rebat les oreilles, elles ont parfaitement le droit de conduire leurs enfants à l'école et même de participer à une kermesse scolaire dans la cour de l'école en faisant des gâteaux sans qu'on les oblige à enlever leur voile. Il n'y a aucun problème là-dessus, à condition, bien sûr, que leur visage soit visible, mais ça, c'est la fameuse loi du 11 octobre 2010. Cette ouverture de l'école sur le quartier, les familles, bien pour certains, est absolument souhaitable et utile. Alors, le problème est de savoir quelles sont les limites. On a parlé ce matin de la question des accompagnateurs de sortie scolaire. Pour faire très court, je ne l'aborde pas de la même manière que mon ami Henri Pénard-Ruiz. Je dirais que la question n'est pas posée aux personnes. La question est posée au type d'activité que l'on exerce. S'il s'agit de sorties scolaires, c'est l'exécution du service public d'enseignement qui est en cause. Donc, quel que soit leur titre, tous les adultes qui encadrent l'exécution même du service public, et là je cite une vieille jurisprudence du tribunal des conflits, d'Ambreuve-Mazarin de 1963, si je me souviens bien. Ceux qui participent à l'exécution même du service public relèvent de ces règles. Alors, on a considéré, il y a un jugement effectivement du cas de Montreuil, on l'a évoqué ce matin, il y a une circulaire Châtel qui dit que simplement le principe de laïcité, de neutralité, ces principes permettent d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent par leur tenue, leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques, philosophiques
lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties voyages scolaires. Bon. En fait, on considérait, selon la jurisprudence du Conseil d'État lui-même, comme des collaborateurs occasionnels du service public, ces parents accompagnateurs. D'ailleurs, ils sont considérés comme tels pour ce qui est du régime de l'assurance. Le Conseil d'État a dit dans un avis du 19 décembre 2013, demandé par le défenseur des droits, il a dit oui, non, c'était uniquement, je ne sais plus comment il appelle ça, enfin c'était, un point de vue opérationnel, c'est destiné à les couvrir, ce qui est vrai. Enfin, il n'en demeure pas moins qu'ils sont intitulés ainsi, et dans le BOEN, Bulletin de l'Éducation nationale, c'est ainsi qu'on les désigne. Peu importe. Donc, le Conseil d'État dit, non, il n'y a pas de catégorie particulière, vous l'avez dit, ce sont des usagers. Toutefois, c'est ce que j'ai cité ce matin, la haute juridiction admet que les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l'éducation peuvent conduire l'autorité compétente, s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements, à recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance, leur croyance religieuse. Qu'en termes alambiqués, ces choses-là sont dites, ça signifie clairement qu'aux yeux du Conseil d'État, la circulaire Châtel n'est pas illégale. Ça signifie aussi que lorsqu'un ministre, M. Hamon, vient nous dire qu'il faut régler ça au cas par cas, alors lui, il est totalement en dehors des clous. Parce que vous voyez bien sûr la conséquence. À Bobigny et à Neuilly-sur-Seine, on ne va pas appliquer la circulaire ministérielle de la même manière. Alors j'aurais envie de vous dire, alors on est dans la situation qui prévalait exactement comme celle d'avant la loi du 15 mars 2004. Chacun se débrouille dans son coin selon l'intensité des pressions communautaristes. Bon. Et il n'y a pas d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Ça a été évoqué par une question posée ce matin. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de véritable courage politique. J'aurais envie de vous dire, le cadre juridique actuel est suffisant. Car l'autorité compétente, c'est qui? Jurisprudence Jamard, c'est le ministre. Le ministre, il règle comme il veut, il a fait une circulaire, aucun ministre ne l'a abrogée, bien qu'une demande ait été faite, ça veut dire qu'elle s'applique. Eh bien non, comme on applique au cas par cas, malheureusement, personnellement, je trouve que c'est malheureux. Mais je pense qu'on ne s'en sortira pas autrement que par une mesure législative, qui sera en l'espèce une béquille de l'irrésolution publique. Voyons maintenant l'université. Alors, l'université... En quelques minutes, hein, Charles, malheureusement. L'université, la question est posée. Je reprends simplement la proposition qui est faite par le défunt au Conseil à l'intégration par sa mission laïcité. Interdire le port des signes religieux, tout simplement, les signes et tenues manifestant sensiblement une appartenance religieuse dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche. C'est totalement conforme à la loi Code de l'éducation qui impose le principe de neutralité pour ce qui concerne les activités d'enseignement et de recherche. Ça veut dire que ça ne s'applique pas sur l'ensemble du campus, ça ne s'applique pas aux restaurants universitaires, etc. Pour moi, l'essentiel dans cette histoire de voile, c'est savoir l'enlever et le remettre. Savoir où et quand il faut l'enlever. Je déteste personnellement la façon dont s'affublent certaines femmes que je croise dans la rue, dans mon quartier. Mais je ne réclame pas qu'on la leur interdise. En revanche, moi j'ai plaisir à voir passer, quand je conduis mon fils au lycée, une jeune fille voilée. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va retirer son voile dans le lycée et qu'elle le remettra quand elle en sort. Et pour moi, l'apprentissage de l'intégration, l'apprentissage de la laïcité, c'est ça, c'est pas de renoncer à porter le voile, c'est de savoir où et quand on l'enlève. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets, je ne les aborderai pas, parce que, comme vous le savez, ça a été rapidement évoqué ce matin, mais c'est la Constitution, ça nous dépasse, c'est la question des territoires hors de la République, Alsace-Moselle, collectivité d'outre-mer, mais j'insisterai simplement sur une idée. Je crois que plus on est ferme sur l'application de la laïcité dans la sphère publique, mais strictement dans la sphère publique. Encore une fois, dans les salles de cours, mais pas sur les campus. Plus on est ferme là-dessus, plus il est facile
d'être tolérant dans l'espace civil. Parce que quelqu'un qui prend l'habitude de considérer que bon, on doit enlever son signe religieux dans telle ou telle situation, il va adopter dans l'espace civil une attitude qui sera forcément différente. Alors, on n'aura pas le temps, puisque le temps qui m'est imparti s'est écoulé, mais je voudrais quand même vous signaler une chose. Je crois que je suis un des seuls à l'avoir soulevé. Le Code du travail contient une monstruosité. Je m'en suis aperçu en travaillant sur l'affaire Babi. Figurez-vous que, contrairement à la préambule de la Constitution, nul ne peut être lésé dans son travail, son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, qui est conforme à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a trouvé, effectivement, dans le Code du travail, que le règlement intérieur ne pouvait pas léser les salariés en raison de leur opinion confession. Édition de 2003, citée par le rapport Stasi. Jusqu'ici, tout va bien. Codification. Vous n'avez pas fait attention à la codification. La CGT, les syndicats y ont fait attention. Codification 2007-2008. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient, accrochez-vous, en raison de leurs opinions politiques, on a ajouté, de leur activité syndicale ou mutualiste, très bien, de leur opinion ou conviction est devenue, tenez-vous bien, conviction religieuse. Toute autre conviction que religieuse n'est pas protégée. C'est-à-dire que si vous êtes un militant laïque ou un franc-maçon et que pour cette raison refuse de vous embaucher ou vous licencie, et par les temps qui courent, il y a certains chefs d'entreprise d'extrême droite qui en seraient bien tentés, vous n'êtes pas protégé, vous ne pouvez pas invoquer la discrimination. C'est quand même assez énorme. Et il se trouve simplement que ceci est en contradiction totale avec la directive européenne 2078 qui dit bien la religion ou les convictions, les deux non générales, ce qui a été repris par la loi de transposition de la dite directive du 27 mai 2008 qui vise effectivement la religion ou les convictions. Donc il y a une incongruité énorme. Il s'agit tout simplement de corriger le Code du travail pour le mettre en accord, excusez-moi du peu, avec le principe de liberté de conscience et avec la Constitution et le droit européen. Alors, face à de nouveaux conflits, je remarque quand même que tous ces points étaient soulevés, Henri l'a dit ce matin, dans le rapport Stasi de 2003. Est-ce qu'il faut attendre de nouveaux conflits pour réagir à chaud, ou est-ce qu'il faut prendre des dispositions prévenant les difficultés avant qu'elles ne deviennent trop graves? Le courage politique, c'est parfois de légiférer. Je vous remercie. Merci.